Hello les marathoniens, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va voir un épisode un peu spécial. En fait, je sais pas si je vais le mettre en public. Enfin, peut-être que je le mettrai en public, peut-être que je le mettrai pas en public. Ça sera plus pour les personnes qui sont abonnées au marathon, donc la newsletter. Je verrai si c'est intéressant ou pas. Enfin, c'est suffisamment intéressant ou pas. Si c'est pas intéressant, de toute façon, je le publierai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un épisode un peu bonus, on va dire, puisque je vais répondre à un message que j'ai reçu de Pascal concernant le podcast sur New York, donc il me demandait un peu plus de détails sur les cours que j'ai pris. Donc je vais un peu détailler ça. Et aussi, il y aura un peu une FAQ, donc foire aux questions un peu diverses et variées sur New York. Voilà, comment pas sur l'achat d'une guitare, sur les clubs, voilà, des éléments, on va dire un peu que j'aurais un petit peu oublié ou des petits détails en périphérie de New York. Donc on y va tout de suite. Donc par rapport à la question de Pascal qui me demandait un peu si je pouvais un peu dire ce que j'avais fait avec ces différentes personnes. Alors déjà il faut savoir que j'ai pas pris que des cours avec Gilad, Laguet, Lund et Mike Moreno. J'ai pris aussi un cours avec un mec qui s'appelle Isaac Darch, qui est un très bon très bon guitariste, quelqu'un de très sympathique aussi. Et aussi Jérôme Sabag. J'ai même pris plusieurs cours avec lui. Et bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails pour eux, mais en tous les cas, pour répondre à sa question, lui c'était sur Gilad et Laguet, je vous parle un peu de Mike Moreno. Donc Gilad, moi ce qu'on avait travaillé avec Gilad, c'est le travail en fait de motifs. Beaucoup d'exercices de motifs. Il m'a donné pas mal d'exemples. Et ce que je trouvais vraiment bien avec Gilad, c'est que c'est quelqu'un de très pédagogue en fait. Puisque souvent on a des guitaristes comme ça qui sont assez avancés, même très très avancés. Et du coup, ils ont pas vraiment mis en avant le côté pédagogique. Ils font pas vraiment d'efforts là-dessus, ou c'est pas vraiment ce qui les passionne le plus. Alors, moi je trouve ça quand même pédagogique dans le sens où c'est toujours intéressant d'être en contact avec des personnes qui sont meilleures que vous. Donc ça vaut le coup, même si c'est pas étape 1, étape 2, étape 3. Donc pour ces cas-là, moi ça me gêne pas trop. Mais Gilad par contre, c'est un excellent guitariste et c'est un très bon pédagogue aussi. Donc moi j'ai une vraiment bonne expérience. Il y a vraiment des choses que j'ai gardées en tête avec lui. Alors c'est un peu difficile comme ça de vous en parler plus en détail sans avoir une guitare et autres, mais je crois qu'il y a une vidéo de lui sur YouTube où il parle de motifs. C'est dans un conservatoire je crois que c'est au Royaume-Uni. Et il y a un exercice dont il parle, c'est par exemple de prendre la mélodie d'un standard. Il me semble qu'il joue... Je sais plus quel standard en fait. Je sais plus quel standard, mais il joue un standard et il prend la mélodie et au fur et à mesure on s'éloigne de la mélodie. Donc il y avait ça, mais il y a plein d'autres exemples, par exemple de répéter une idée 2 fois et puis la 3e fois de la modifier. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà, Gilad, très bonne expérience. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? Il jouait encore sur son ancienne guitare. Moi, c'est ma période préférée en fait. Son ancienne guitare, là, vous savez, la guitare où il y avait un espèce de petit singe. Je crois que c'est un singe.
Peut-être que je me trompe. Mais bref, c'est une Gibson. Une Gibson. Il a un super son en fait. Il a joué avec cette guitare-là et c'était vraiment intéressant. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui ne... Enfin, à l'époque, en tous les cas, ça a peut-être changé depuis, mais en fait, il appuie pas très très fort sur les cordes. En fait, c'est assez doux comme approche. C'est pas quelqu'un qui attaque vraiment les cordes comme d'autres personnes. Lui, il a une approche plus douce en fait. Et non, c'était vraiment intéressant. C'est vraiment quelqu'un. Par exemple, si je devais passer quelques mois à New York, c'est vraiment quelqu'un euh, avec qui je me verrais bien prendre plusieurs cours en fait. Ensuite, Lagerlund. Lagerlund, je me rappelle qu'on avait commencé à jouer un morceau, un standard, et puis il avait été très encourageant. C'était vraiment quelqu'un de très positif, même si je dirais pas comme ça, on a l'impression que c'est un gars un peu dans son monde, qui a un humour un peu spécial, etc. Mais non, il était vraiment sympa. Et en fait, justement, Pascal il disait dans son commentaire que voilà, Laguet, il a des vidéos sur internet où il y a aussi des DVD pédagogiques et on apprend plein de choses dans ces vidéos. Et effectivement, hein, moi je me rappelle, on avait vu euh, on avait bossé le truc sur les renversements d'accords de neuvième. En fait, il prend des accords de neuvième et en fait, en changeant la basse, ben on a tous les types d'accords en fait, mineur, dominant, altéré, etc. Et ça, il me semble, dans une vidéo, je crois que dans un DVD de, je sais plus comment ça s'appelle ça, Jazz Heaven, je crois, jazzheaven.com, il parle de ce concept-là. Donc ça, on avait vu et mais ce que moi j'ai retenu, parce que moi aussi bien sûr j'ai les vidéos de Laguet, parce que je suis hyper fan de Laguet. Je pense que j'ai dû écouter quasiment tous les enregistrements de Lagerlund en tant que sideman et en tant que leader. D'ailleurs, le dernier album de Lagerlund, pour moi, c'est mon coup de cœur 2019. Pour moi, cet album-là, il est tout simplement exceptionnel. C'est un album avec Sullivan Fortner au piano. Et vraiment, pour moi, Lagerlund, il a franchi un cap là. Vraiment, cet album-là, il est incroyable. Mais vraiment, Lagerlund, je suis super fan, mais ce que je disais à Pascal, c'est ce qu'on voit de lui sur Internet, c'est 1% de ce que ce gars-là fait, en fait. C'est quelqu'un qui continue à travailler beaucoup. C'est vraiment quelqu'un, je pense que... alors, j'avais eu une discussion à ce sujet-là avec quelqu'un qui avait pris aussi un cours avec lui. Il me disait qu'en fait, Lagerlund, il travaille la guitare comme si c'était son... Comment dire ça? C'est comme s'il allait travailler dans un bureau ou autre, c'est-à-dire que tous les jours, il se lève, il travaille, et il travaille jusqu'à ce que sa femme rentre du boulot, et c'est comme si c'était son boulot. Alors, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui. Je crois qu'il a eu je crois qu'il a eu pas un accident, mais une blessure il y a quelques années. Alors peut-être ça a changé les choses. Je crois que c'était pendant quelques semaines, il avait eu son pouce ou quelque chose comme ça, j'avais lu. Mais en tous les cas, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tous les cas à l'époque, oui, c'était vraiment quelqu'un qui continuait à travailler beaucoup. Et donc voilà, c'était vraiment une claque. Donc ce qu'on avait travaillé d'autre, on avait travaillé certains éléments rythmiques. Ce dont il parle aussi, je crois qu'il en parle dans une des vidéos, à savoir par exemple mettre le métronome sur sur les différents endroits de la mesure, hein, par exemple sur le et du 3, le 2, le 4, ça c'était déjà des choses qu'il travaillait il y a quand même 10 ans, plus de 10 ans en fait. Bref, moi ce que j'ai surtout retenu de Laguet en fait, c'est que il a une technique
qui est effortless, c'est-à-dire qui est sans effort, il force pas du tout. Mais ça, je pense que c'est parce qu'il passe énormément de temps en fait avec la guitare, c'est-à-dire qu'il travaille vraiment beaucoup et, et du coup, ben, il a pas besoin de vraiment forcer et voilà. Et ce que je me rappelle aussi, c'est je crois qu'il bosse quand même pas mal le piano, mais plus d'un point de vue harmonique. Enfin, je sais pas trop ce qu'il fait au piano, mais je sais que ses compos, elles sont faites au piano. Et je sais aussi que c'est un très 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 grand fan de Bud Powell. Euh, donc je pense qu'il a beaucoup relevé Bud Powell. Il écoute beaucoup Bud Powell. Et donc c'est une de ses influences principales, je pense, avec aussi Herbie Hancock. Donc Herbie Hancock avant que ça devienne électrique. Mais enfin, vous voyez de quel Herbie je parle. Donc ouais, Lagerlund, pareil, c'est si je vais passer plusieurs mois à New York, c'est aussi quelqu'un avec qui je prends des cours régulièrement parce que c'est un très très bon pédagogue aussi. Et puis c'est surtout l'expérience de jouer avec quelqu'un d'aussi avancé que ça. C'est vraiment exceptionnel et je me rappelle encore en fait là j'ai presque des frissons à en parler. Je me rappelle encore quand je suis sorti de chez lui, j'avais vraiment je m'étais jamais pris une claque comme ça en fait après un cours quoi, parce que c'est juste exceptionnel. Et puis surtout je suis tellement fan de Lagerlund que qu'en fait d'entendre en fait le son des disques devant soi en temps réel, c'est juste incroyable. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de pas hésiter à aller voir un peu ces entre guillemets héros. Surtout que dans le jazz, c'est relativement facile parce que même si ces gens-là pour moi sont des superstars au sens de leur talent, c'est quand même des gens relativement accessibles. Ouais, vous n'allez pas pouvoir prendre un cours avec Beyoncé parce que vous aimez Beyoncé. Donc vous voyez, ça reste accessible. C'est un investissement, c'est clair, mais ça vaut vraiment vraiment le coup. C'est une expérience vraiment incroyable. Et enfin, Mike Moreno. Je me rappelle, j'étais allé chez lui à l'époque. Il habitait à Upstate, New York, les hauts de New York, on va dire, les hauteurs de New York. Maintenant, je crois qu'il habite à Brooklyn, mais peu importe. Donc, c'était vraiment intéressant d'aller chez lui parce que on arrive, il a son set avec son ampli et tout. Je crois qu'il avait un Mesa Boogie. À l'époque, il avait son premier prototype de Marchioni, donc la guitare qu'il utilise maintenant. Et d'ailleurs, j'ai failli acheter sa Gibson, la 335, qu'il allait vendre à l'époque. Il était en train de faire la transition en fait. Et après quelques années plus tard, finalement, j'ai pu trouver une Gibson, la Gibson que vous voyez dans les vidéos, hein, qui est ma principale guitare pour enregistrer, parce que c'est la guitare avec laquelle je me sens le plus à l'aise, même si voilà, elle a un certain âge, hein, c'est une guitare qui est quand même 30 ans. Mais elle est vraiment top cette guitare. Donc pour revenir à Mike, donc on arrive, il a son setup et pareil, il y a le son en fait, il y a le son Mike Moreno qui nous arrive dans les oreilles et nous on est là avec notre petite guitare qui ça sonne pas du tout comparé à lui. Donc c'était assez impressionnant, c'était vraiment impressionnant. Et ce qu'on avait fait, c'est que j'avais posé des questions par rapport à cette technique. Et il m'a parlé un peu du fait de pas attaquer toutes les notes et de faire un peu cette espèce de
de mélange entre du legato et des notes piquées. Et ensuite, on a aussi parlé un peu du process pour intégrer des idées dans son jeu. Et lui me disait que un des guitaristes qu'il avait beaucoup écouté, c'était Kevin Eubanks. Surtout pour le côté... Alors ceux qui ont déjà écouté Mike Moreno, vous savez, Mike, il a une espèce de façon de jouer un peu au doigt, avec un peu comme du finger picking, avec beaucoup d'arpèges, etc. Et en fait, il a chopé ça chez Kevin Eubanks, et il m'avait dit que voilà, il avait relevé un solo enfin une intro ou je ne sais quoi de Eubanks, et pendant 2 ans il l'a joué. Et un jour en fait, c'est arrivé comme ça dans son jeu, et voilà en fait. Et du coup, le process pour intégrer des idées dans son jeu, c'est simplement de les répéter sur le long terme, jusqu'à que ça devienne une sorte de partie de votre jeu en fait. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur Mike Moreno, à part que, ouais, pareil, Mike Moreno, c'est aussi un guitariste que j'aime vraiment beaucoup. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire X, Y ou Z sur lui. Moi je trouve que c'est quelqu'un de vraiment intéressant musicalement. Personnellement, je le connais pas plus que ça. Je l'ai rencontré quand à Paris, j'avais déjà rencontré une fois. C'est quelqu'un de vraiment intéressant, Mike. J'ai aussi écouté, je pense que j'ai écouté, alors peut-être pas tout, mais beaucoup de ses albums où il est sideman. Et ces albums où il est sideman, en fait, il joue très bien aussi. Il joue même, j'ai envie de dire, encore mieux que sur ses disques où il est leader. Donc, puisqu'il a plusieurs disques, hein. Il a Between the Lines, qui est très bien. Il a les albums chez Chris Cross aussi, qui sont très bons, notamment le premier, qui est pour moi un des... Enfin, qui est exceptionnel. Mais quand il est sideman, en fait, je pense qu'il se focalise vraiment sur le fait de jouer. Alors, il est pas en train d'expliquer aux autres son arrangement ou je ne sais quoi. Et du coup, je le trouve encore meilleur, en fait. Et il y a plein d'albums comme ça. Par exemple, il y a un album qui est pas très connu. C'est un album avec Brian Patnode, que vous pouvez chercher. Je me souviens plus du nom de l'album comme ça, mais si vous cherchez Patnode, je crois que c'est écrit donc Brian, et Patnode, ça doit s'écrire Patneuaude, quelque chose comme ça. Vous cherchez, vous allez trouver. Et c'est un album un peu, voilà, jazz moderne, on va dire. Et Mike Moreno, dessus, il fait des super solos, quoi. Il fait des solos incroyables. Il y a notamment une version de Chelsea Bridge, qui est superbe, quoi. Donc voilà, Mike Moreno aussi, très bonne expérience. C'est aussi quelqu'un avec qui je prendrais plusieurs cours. Là, ce serait vraiment plus pour jouer avec lui, parce que je trouve que c'est un super guitariste, tout simplement, quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai vraiment répondu à Pascal. Bon, j'ai donné quelques éléments en plus. Je pourrais encore en parler pendant longtemps, mais on va essayer de garder les épisodes quand même pour qu'ils fassent en gros une demi-heure, pour que ça soit à peu près digeste. Et je vais terminer par une FAQ sur New York. Donc, il me demande aussi, Pascal, des infos pour acheter une guitare à New York. Donc moi, je pense que c'est un bon plan d'acheter une guitare à New York, parce que souvent les prix peuvent être... ça peut être moins cher, tout simplement. Moi, j'avais acheté ma guitare, la Eastman, que vous avez peut-être vu dans certaines vidéos. J'avais acheté à Rudy's, je pense que ça s'appelle Rudy's Music. Donc c'est à Soho, donc un peu le quartier branché enfin un des quartiers branchés de New York. Tout Manhattan, c'est branché en fait. Donc il y a Rudy's Music, c'est un magasin assez impressionnant, il y a des guitares un peu d'exception et tout. Il me semble qu'à l'étage, enfin à l'époque en tout cas, il y avait un étage
avec vraiment des guitares jazz. Ça, c'était bien. Sinon, il y a Matt Oumanoff aussi, qui a un... Enfin, il y a plus des occasions, il me semble. Et je me rappelle aussi à l'époque, je cherchais un peu les guitares type D'Angelico. Et pouvait... alors D'Angelico, hein, il y a les dernières reproductions et puis les guitares originales. Guitare originale, c'est... Là, il faut payer en lingots d'or, mais du moins pour les récentes, là, je crois que c'est des modèles coréens, je crois. Peut-être japonais, bref. Il y a les deux, je pense. Vous pouvez peut-être en trouver. Mais chez Matmanov, il y a pas mal de guitares qui sont bien. C'est surtout des occasions, il me semble. Je crois qu'il y a aussi du neuf. Voilà, c'est un magasin intéressant. Et sinon, ce que je vous recommande aussi, on n'y pense pas forcément, c'est de chercher des occasions sur Craigslist. Vous savez, Craigslist, c'est un peu l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis. Donc vous pouvez aussi chercher là-bas et puis aller voir des gens. Voilà, faites attention quand même chez qui vous allez, mais parce que voilà, aux États-Unis il y a tout, enfin partout dans le monde il y a des trucs bizarres, mais ça peut être un bon plan en fait de chercher sur Craigslist des guitares. Après dans le neuf aussi, moi j'avais acheté la guitare neuve. Il y a aussi des bonnes occasions. Après il faut voir par rapport au change, etc. J'avoue que j'ai pas regardé là si c'est intéressant ou mais en tous les cas ouais c'est quand même une bonne idée d'aller à New York pour la guitare et pour acheter une guitare, je veux dire, en plus de la musique, parce qu'en fait moi je me suis rendu compte quand j'y suis allé, hein, parce que quand j'y suis allé, le change entre le dollar et l'euro était vraiment vraiment intéressant. En fait, acheter la guitare en France, ça me serait venu aussi cher en fait que de l'acheter à New York, mais sans le voyage. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pu aller à New York, en plus, enfin j'ai pu payer mon voyage, acheter la guitare et aller à New York donc pendant 2 semaines. Et ça me serait revenu le même prix si j'étais allé acheter la guitare à... je sais pas combien ça aurait pu coûter. Ça aurait pu coûter 2500, 3000 euros facilement à Paris. Donc j'ai pu acheter la guitare, aller en voyage, payer même logement, parce que voilà, j'ai pu avoir quelque chose de vraiment pas cher. Comme je vous expliquais dans l'épisode sur New York, donc ça valait le coup. Et c'est vrai que au niveau choix aussi, il y a quand même beaucoup de choix à New York, donc ça vaut le déplacement. Maintenant, voilà, n'allez pas aux États-Unis juste pour acheter une guitare. Puis si vous allez là-bas, c'est vraiment pour écouter aussi de la musique. Sinon, ça vaut pas vraiment. Bah, si vous voulez aller voir New York, moi personnellement, j'ai pas fait vraiment de tourisme. Comme je vous disais, à part quelques musées, mais voilà, c'était juste mes quelques recommandations. On passe à la suite. Alors les clubs, si vous n'avez vous savez pas beaucoup de temps, moi je vous recommande les 4 clubs suivants, à savoir Smalls, le Village Vanguard, le Jazz Standard et le Smoke Jazz Club, si vous aimez les choses un peu plus traditionnelles. Si vous voulez une expérience un peu hors du commun, bah, je vous recommande le 55, donc 55 bars, 55 bars, voir le Fat Cat, mais le Fat Cat, voilà, ça dépend avec qui vous y allez aussi, le Fat Cat. C'est un peu spécial, le Fat Cat. Qui vous y allez, c'est dans le sens où le Fat Cat, comme je disais, c'est plus une salle de jeu qu'autre chose. Donc voilà, si vous y allez tout seul pour que c'est de la musique, pourquoi pas. Si vous y allez avec quelqu'un ou je sais pas, c'est un peu spécial quand même. Donc
à voir, vous êtes prévenus pour le Fat Cat, c'est un peu spécial. Et aussi, quelque chose dont j'ai pas parlé, mais qui est à faire aussi, si par exemple vous aimez un artiste en particulier, un guitariste, euh, quelqu'un de moins... voilà, vous y allez pas forcément pour la salle de concert en elle-même, bah, vous allez sur le site de cet artiste en question et vous regardez où il joue. Et vous allez sûrement découvrir des petits cafés, des restos, plein de choses comme ça qui sont un peu que vous n'auriez jamais découvert autrement en fait. C'est comme ça que j'étais allé voir notamment Gilad dans un brunch. Je me rappelle, ça c'était mon premier jour à New York d'ailleurs. Et je crois que si vous cherchez, vous savez, j'ai une autre chaîne YouTube avec des vidéos. Si vous tapez mon nom, Cyriac Mallet, vous devriez retrouver ça. Il y a plein de vidéos de concerts. Et il me semble qu'il y a une vidéo de Gilad dans ce brunch-là, en fait, ce brunch en question. Donc, il y a plein de petits endroits comme ça que vous allez découvrir. Alors, je ne pourrais pas vous donner le nom de ces endroits, justement, parce que, ben voilà, on y va une fois, parce que là, il y a eu un concert cette fois-ci, et après, vous y retournez pas forcément. Donc, c'est comme ça aussi que j'étais allé voir Yotam Zilberstein. Yotam Zilberstein, donc super guitariste, excellent guitariste, et j'étais allé le voir dans un... Alors du coup je me souviens plus du nom, mais c'était une sorte de petite salle vraiment minuscule, où il y avait à peine la place pour les musiciens, et j'avais découvert des musiciens comme ça. Alors du coup je pourrais pas vous donner le nom, d'ailleurs je sais même pas si ça existe encore, mais il y a plein d'endroits comme ça. Il suffit de chercher directement par rapport à l'artiste, et c'est comme ça que vous allez trouver des choses. Enfin, dernière info, New York, c'est très très safe la nuit. Donc vous n'avez pas de danger. Bon, après, vous n'allez pas dans des endroits bizarres, mais vraiment, New York, c'est pas du tout un endroit dangereux. C'est beaucoup plus sûr, je trouve, que Paris. Donc, n'ayez pas... Bon, alors c'est mieux si vous êtes avec quelqu'un, mais grosso modo, si vous allez au Vanguard, si vous allez au Small, si vous restez dans ce quartier-là le soir, il n'y a pas vraiment de... voilà, il n'y a pas de choses à craindre. Donc, vous pouvez y aller sans problème. En plus, les métros fonctionnent toute la nuit. Alors, forcément, passer une certaine heure, c'est genre, il y a un métro toutes les heures, mais ça a quand même le mérite d'exister. Je me rappelle, il y a un voyage que j'avais fait où j'étais à Brooklyn et je rentrais très tard ou très tôt, ça dépend comment vous voyez les choses, mais genre 3-4 heures du matin, et vous avez des métros. Donc après, voilà, vous pouvez prendre au pire du pire, les taxis, Uber, etc., ça fonctionne aussi. Mais voilà, donc ça c'est aussi un élément. Et enfin, dernier élément, ouais, c'était sur les douanes. Alors j'aurais peut-être dû parler de ça au moment de la guitare, mais les douanes, en gros, alors effectivement, vous pouvez vous faire contrôler par les douanes, ça peut arriver. Maintenant, il y a plusieurs astuces à ça. Déjà, si vous achetez une guitare d'occasion, si il voit que qu'on appelle ça, l'étui de la guitare, il est un peu vieux, etc. Grosso modo, il va rien se passer. Moi, j'ai déjà vécu. J'ai déjà voyagé pas mal de fois quand même avec une guitare. J'ai jamais eu de problème. Mais comme je disais dans le commentaire à Pascal, j'ai toujours pris des compagnies européennes en fait. Du coup, j'ai jamais vraiment eu de soucis avec le transport d'une guitare. Donc moi, ce que je vous recommande, si vous avez une guitare, alors c'est toujours délicat de faire des recommandations comme ça parce que ça change, les compagnies changent, etc. Donc, mais moi, par exemple, j'ai déjà voyagé plusieurs fois avec Air France. Alors je sais qu'Air France, il y a des gens qui vont dire c'est cher, etc. Moi, j'ai toujours eu des prix
vraiment compétitifs, c'est des vols directs. Moi, je vous recommande vraiment les vols directs parce que les escales, franchement, c'est fatigant en fait. C'est fatigant et du coup, si vous restez même 2 semaines, alors une semaine, c'est clair qu'il faut prendre un vol direct, mais si vous prenez, si c'est un voyage même de 2 semaines, les escales, franchement, c'est fatigant. Bref, vous pouvez perdre des choses, le bagage arrive pas, etc. Bon, bref. Avec Air France, moi j'ai toujours eu des bonnes expériences. Ils prennent votre guitare. Alors s'il faut que ce soit un étui soft case, hein, c'est-à-dire pas un hard case, tout simplement un étui en tissu quoi. Et j'ai toujours eu, ils prenaient ma guitare en vol et du coup j'ai pas eu de soucis. Donc je pense pas que ça peut-être que ça a changé, là ça fait quand même quelques années, j'ai pas voyagé. C'est des choses qui quand même changent régulièrement. Donc renseignez-vous un peu, mais ça devrait pas poser problème. Ensuite, il y a aussi quelque chose. Alors là, on rentre dans le domaine de l'illégalité, donc je sais pas si ce podcast est encore légal, mais certains magasins de guitare connaissent la problématique et il se peut qu'ils vous proposent une seconde facture. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ils vont probablement vous proposer une deuxième facture avec un autre tarif pour cette guitare en question. Voilà. Je referme cette parenthèse d'illégalité. Mais grosso modo, il ne devrait pas y avoir de soucis par rapport aux douanes. Et du coup, votre voyage sera rentable parce que vous allez pouvoir acheter une guitare peut-être moins chère que ce que vous auriez pu trouver en France et en même temps faire un voyage qui fera du bien à vos oreilles et du coup à votre bien-être. Voilà, écoutez, c'était tout pour cet épisode un peu bonus où on parlait un peu de tout et de plusieurs sujets en tous les cas. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et puis passez une bonne journée, une belle soirée. À très bientôt.